Jean et Michel, vous possédez tous les deux une bonne mère. Et vous avez un lien, tous les deux, c'est que vous êtes père et fils. Et l'autre lien, c'est que vous avez pratiqué le même métier. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Jean, quel métier vous avez tous les deux pratiqué ? Eh bien, nous sommes entrés dans la carrière marine nationale et puis nous avons évolué et en particulier on a fait ce métier dont vous parlez chez les nageurs de combat. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir nageur de combat ? J'ai d'abord toujours aimé l'eau. J'étais, quand j'étais jeune, assez bon nageur, mais en piscine. Je suis un Lorrain, on est né à Nancy, et j'allais fréquemment à la piscine. Très jeune, j'ai appris à nager. Alors c'est mon papa qui m'a initié. On allait souvent ensemble à la piscine. Et puis après, j'aimais ça et j'ai participé à des petites compétitions, mais c'était interscolaire en fait. D'accord. Et parce que le métier que vous avez fait, en dehors de l'eau, il y a cet aspect, c'était un métier de danger quand même. Oui. Vous aimiez le risque, vous aimiez cette adrénaline ou... Ah, j'aimais le sport déjà. Je crois que si on n'aime pas le sport dans ce genre de métier, ça passe pas. De toute façon, on n'y arrive pas. Et donc, j'étais plutôt costaud pour mon âge, on va dire ça comme ça. Et puis, j'aimais tous les sports, l'entraînement. Et je suis entré dans la marine pour faire d'abord le métier. On ne devient pas nageur de combat sans passer par la spécialité de fusilier marin. Fusilier et puis le stage de commando dans la marine. Alors c'est réservé à quand même à des gens qui ont une bonne constitution, qui ont par ailleurs, qui n'ont pas peur. Il faut être un peu courageux, on va dire, pas les choses. Alors, justement, Jean et Michel, j'ai lu quelque chose j'aimerais savoir si ça se passe un peu comme ça. Tout d'abord, il faut au minimum déjà faire partie d'un commando pour pouvoir ensuite aller plus loin. Ensuite, il y a une présélection qui est composée de tests psychotechniques, des tests physiques, plein de tests d'aptitude qui font qu'au bout de cette première présélection, il ne reste que 10% des candidats. Oui, je crois que c'est de cet ordre-là. Actuellement, ça se passe comme ça, effectivement. Et sur ces 10%, donc ces 10%-là vont pouvoir faire la formation de cours de nageur de combat, que vous appelez, je crois, CNC, le cours de nageur. Oui, c'est le CNC. Qui dure 27 semaines. Alors ça a évolué dans le temps. Le cours lui-même, au tout début, à la création des nageurs de combat, il durait environ 6 mois. D'accord. Environ 6 mois. Et il y avait un premier mois qui consistait à une première sélection en faisant simplement de la plongée à l'air. On ne plongeait qu'avec des bouteilles de type Cousteau gagnant à l'époque. Et puis ensuite, la sélection se faisant, on passait à le cours de nageur de combat proprement dit, avec les appareils à circuit fermé, donc de l'oxygène pur. C'est ça. Alors, pour expliquer, le circuit fermé, c'est-à-dire qu'en fait, votre dispositif ne laisse échapper aucune bulle. Absolument. Et vous recyclez votre propre air. Oui, il y a une espèce de cartouche de chaude-soudée qui permet de fixer le gaz carbonique, puisqu'on respire toujours dans les mêmes tuyaux. Il y a un tuyau inspiration, un tuyau expiration. Ouais. Et si j'ai bien compris, vous évoluez entre 6 et 7 mètres de profondeur, normalement. Et si vous descendez plus profondément, il y a un risque, parce qu'il y a une réaction par rapport à la chaux ou... Non, c'est pour l'hyperoxie, c'est-à-dire que le corps ne supporte pas une pression partielle supérieure, c'est 1,7 kg. Oui, c'est 1,7 kg. 1,7 kg. Alors ça, tu vois ce que j'aime bien avec mon papa, c'est que c'est les terminologies à l'ancienne, c'est 1,7 kg. Nous, on dit un bar 7. Un bar 7. Tu vois, mais c'était 1,7 kg. Mais voilà, ça fait 1,7 kg. D'accord. Mais bon, Oui, mais j'aime bien les anciens langages.
Et oui, Et tu sais, il y a de la 60 et plongée, quelques années, alors. c'était ça, Il s'est n'a pas passé changé. plus d'un demi-siècle. Les principes de la plongée ont évolué, mais n'ont pas changé. Ah oui. Et une fois que vous avez pu faire ce cours de Oui. nageur de combat, quelle est la proportion à peu près des élèves qui vont devenir nageurs de combat? Alors, sur un cours, alors, ça dépend. Moi, je parle de ton époque, de mon époque. On a dû le commencer à 35, je crois. Et on a dû finir le cours. On avait 4 étrangers, des Allemands qui étaient venus pour faire une formation de nageur de combat français. Et alors, donc, nous étions, à l'issue, on devait être une douzaine. Oui. Pour moi, vous êtes sortis à 12. On est dû sortir une douzaine. Oui. Je ne saurais pas dire ou 13 ou 11, mais 12 ou peut-être 12. Et Michel, dans ton cas, vous étiez combien à l'entrée? Alors, effectivement, alors c'est pas la même période. Ouais. Moi, j'ai fait mon cours 33 ans après papa. D'accord. Donc, mais pareil, la même. C'est-à-dire que quand j'étais petit, je voyais papa qui sautait d'un avion, qui plongeait, et je pensais que tous les soldats faisaient ça. Donc, forcément, aimant le sport, l'aventure, je me dis, j'ai envie de faire comme mon papa. Mais après, on m'a dit, mais non, c'est les gens qui sautent d'un avion très haut pour l'époque, qui plongent, qui vont dans les sous-marins, qui font du bateau. Non, c'est les commandos marines, c'est les nageurs de combat. Ah, et c'est où? Bah, il y en a pas beaucoup. Ça sert à l'anglais. Ah, bon, ben, du coup, je me suis engagé dans la marine. J'ai eu un parcours un peu similaire à celui de mon papa. Je suis entré dans les commandos marines à Lorient. Et à l'issue des commandos, j'ai fait mon plongeur de bord, le cours plongeur de bord. Et ensuite, j'ai fait le cours de nageur de combat. Et au cours nageur de combat, nous avons commencé à 24, puisqu'il y avait eu des sélections avant. Chose qui n'existait pas de ton époque, dans les années 60, il n'y avait pas de présélection. En fait, il y avait une présélection, ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'était pour limiter les effets de l'hyperoxie, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui supportaient pas l'oxygène. Donc en fait, les présélections, les 2 semaines intenses, permettaient de faire un espèce d'écrémage avec les personnes, les commandos qui ne supporteraient pas l'oxygène qu'on éliminerait tout de suite. Et à l'issue, on a fini le cours à 8. Et moi, j'étais le seul commando marine à aller au commando Hubert. Donc, je suis allé pour te dire un petit peu dans mes promotions de jeunes commando marine, sur 100, je suis sorti tout seul, 1%. 1%. Après, j'ai des camarades qui l'ont fait plus tard. D'accord. Mais de ma promotion de l'année 93 où je suis sorti du cours de combat, je suis sorti tout seul, j'ai embarqué tout seul au commando d'hiver. Ouais. Alors, pardon Marc, il faut rappeler peut-être que dans ce cours-là, tu avais 2 camarades qui sont morts, en exercice de fin de cours, quand les attaques à Brest. Et c'est un cours qui est très exigeant, et malheureusement il y a eu un gros accident. Il y a une équipe de nageurs, donc il se trouve que c'était 2 jeunes commandos marines qui on les a retrouvés 2 jours après, 2 jours après à Brest, mais ils se sont finalement noyés, quoi. Mais comment ça? Il n'y a que qui le savent, on ne sait pas comment ça s'est passé. C'est sûr. Alors, est-ce que d'une génération à l'autre, le nombre d'accidents a diminué, vous pensez, Jean? Moi, je connais bien les statistiques, si je peux me permettre. Oui. C'est pas pour... mais en fait, il y a eu quelques accidents. Il y a eu plusieurs fois des morts pendant le cours. Et c'est une fois ce que disait d'ailleurs un chef d'état-major de la marine qui avait été interrogé à ce sujet, qui disait quand même à l'entraînement, c'est pas normal. Et il avait répondu une chose qui était tout à fait pertinente. Il disait qu'un pilote, vous savez, quand il décolle, que ce soit pour faire la guerre ou pour un moment, il décolle, l'avion il a décollé, c'est pas un entraînement. L'avion est en l'air. Et ben un nageur de combat, quand il s'entraîne, c'est pareil. Dès qu'il se met à l'eau et qu'il fait les entrées, c'est certes de l'entraînement. C'est pas une guerre, mais l'entraînement est il n'y a pas d'amateurisme, on ne dit pas c'est du fun. C'est toujours soit dangereux,
soit... mais c'est maîtrisé. Dangereux, mais maîtrisé. Ce qui m'a beaucoup plu dans votre histoire, c'est aussi ce rapport père et fils, et puis la transmission des valeurs, parce que dans l'armée, à titre personnel, moi, ce que je vois au-delà de l'aspect militaire, qui va plaire à certains et pas à d'autres, mais par contre, il y a des valeurs de transmission, il y a des valeurs de confiance, il y a des exigences, il y a une cohésion, et moi, ces valeurs me plaisent énormément, et d'ailleurs, Mich, je te remercie d'avoir expliqué qu'est-ce qui t'avait amené à devenir nageur de combat, parce que c'est une question que je voulais te poser. Et moi, j'avais beaucoup aimé ce que vous m'aviez dit, Jean, quand votre fils vous a expliqué qu'il allait faire ce stage. Sur le moment, vous étiez un peu inquiété, vous vous êtes dit, est-ce qu'il va y arriver? Vous pourriez me redire tout ça? Oui, mais je pensais que, les capacités physiques, il les avait très certainement. Mais il y a une partie, entre guillemets, intellectuelle à ce cours. Et il avait quel âge à cette époque? Oh, mais c'était... Oui, j'avais 20 et quelques. Oui. Il avait des qualités assez exceptionnelles, d'ailleurs, de physique, pour faire ce qu'il faisait au commando. Et puis, par rapport aux autres, il était vraiment dans ma lignée de ce point de vue-là. Il y a quand même des tests, il y a la physiologie de la plongée, il y a un certain nombre de qu'il fallait passer. Plus je travaille. Parce que c'est vrai qu'il y a une particularité qui est vraiment impressionnante dans votre métier, c'est que la moindre erreur technique est tout de suite fatale. Sous l'eau, rien ne pardonne, quoi. La marge est faible, quoi. Alors, fatale peut-être pas, mais ça peut être lourd de conséquences. Voilà. Effectivement. Oui. Alors, comme on est déjà toujours en équipe, sanglé, c'est-à-dire qu'un nageur de combat ne fait jamais une mission seul. Oh. Il y a toujours un binôme. Et il est sanglé, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de lanière, comment est-ce qu'on va expliquer une sangle? Sangle de vie, ça s'appelle sangle de vie. Comme son nom l'indique, c'est la sangle où ta vie est au bout. Ton équipier, et c'est ta vie. Il est garant de ta vie et tu es garant de la sienne. Voilà, et alors il faut une confiance, bien sûr, mutuelle impeccable, quoi. C'est plus qu'un frère d'armes, là. C'est vraiment un moment, quand c'est la mission. Quand en particulier on est dans la nuit absolue sous une coque ou sur ces barges qui sont larges et plates, c'est pas toujours... donc il faut avoir vraiment confiance. Bien sûr, il y a un chef d'équipe. C'est lui qui dirige. Donc l'autre, l'équipier, suit le chef. Mais enfin, selon l'ancienneté, parce que généralement, on fait quand on peut, comme il arrive forcément des jeunes issus du cours, on les met forcément, non pas avec des gens de leur cours, mais avec un ancien. Bien sûr. De manière à ce que d'abord il apprenne encore, parce qu'il a appris un certain nombre de choses au cours nageur, mais il va encore apprendre pendant les 6 premiers mois, voire la première année à Hubert. On ne va pas dire qu'il est nageur de combat, parce qu'il porte l'insigne de nageur de combat et qu'il a réussi le cours. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Alors voilà. Mais pour un ancien, quand il voit arriver un jeune, il me dit t'es nageur, on va voir ça. Donc, voilà. Et on a vite fait de terminer. Il sera bon ou il sera moyen, pas moyen. C'est faux. Mais déjà, pour sortir du cours, voilà, il faut être bon. moyen. Non, mais ce qui est compliqué, c'est que on arrive. On a réussi tous ces filtres. On fait partie, entre guillemets, d'une élite. On arrive dans cette unité. Et là, quand vous étiez le champion du monde du commando Trépel, Jaubert, de Montfort, de Pafintagno, là, vous êtes au ras des pâquerettes. Et il y a tous les anciens qui sont, eux aussi, sortis du cours et pas par hasard. oui. Et là, il n'y a pas de champion du monde. Il n'y a que des pointures. Et là, c'est compliqué. Mais c'est ça qui est passionnant. S'ajoute à cela que quand tu arrives dans ce commando-là, il y a toute l'expérience de combattant qu'ont ces anciens-là. Parce que, je parlais de mon époque d'abord, moi, quand je suis arrivé au commando Hubert, sortant du cours de nageur, d'ailleurs j'ai fait un cours expérimental qui a été le seul cours, alors que l'on faisait 6 mois, nous avons fait 11 mois. Donc, c'était un peu plus... Oui. Voilà.
Mais au cours de ce cours de nageur, on a fait une espèce de mois où on a fait des plongées à l'air en Corse et du parachute avec des sauts à la mer essentiellement. Il y a une procédure spéciale pour se désangler, pour arriver dans l'eau. Dès que les pannes touchent l'eau, on largue le parachute et on est libéré pour pas être traîné parce que la voile se restait gonflée. Et puis on peut faire une balade comme ça. Ça fait partie des choses que moi je ne savais pas. Pour moi, le commando Hubert, c'était vraiment un commando sous-marin de nageurs. Et c'est vrai qu'en fait, la partie aérienne est tout aussi importante en mer. Alors, c'était même l'une des premières particularités du commando Hubert, parce que quand il a été créé, le commando Hubert, il n'était pas nageur de combat, c'était Hubert Para, ce qu'on appelait Hubert Para. Ah oui, c'était le seul commando marine qui était breveté parachutiste. Alors, nos anciens, pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient brevetés parachutistes. Oui, en Angleterre. En Angleterre. Ceux qui ont fait le débarquement à Ouistreham avec le commandant Kieffer. Mais après, ils n'étaient pas tous parachutistes. Et il y avait certaines, d'ailleurs, à ton cours de commando, Oui. Sirocco, les premiers étaient affectés en Indochine. Oui, les 5 premiers. Et les autres, 6 jusqu'à 10, allaient au stage parachutiste. Voilà. Tu m'avais dit. Oui, oui. Donc tu vois, c'était comme ça, une espèce de récompense, mais les premiers du stage commando, la vocation initiale, c'était d'aller combattre en Indochine. Je comprends. La finalité du stage commando, c'était le combat dans une unité spéciale d'élite, etc. Et puis les commandos marines n'étaient pas nombreux. Alors, une autre chose, c'est que dans la carrière militaire que vous avez eue tous les deux, il y a un élément qui est presque omniprésent, c'est la montre, en fait. La montre, alors vous m'avez parlé, pour vous, c'était des Rolex Submariner, si j'ai bien compris. Alors, les montres que nous avions pendant le cours, parce que chaque nageur, pendant le cours, dispose d'une montre. Autant le chef d'équipe pendant la plongée, c'est lui qui tient la planchette de navigation, où il y a le profondimètre et puis où il y a la boussole, qu'est-ce qu'on va dire ça comme ça, mais la montre, on a la montre comme on a les palmes, quoi. Je veux dire, c'est un outil entre guillemets indispensable pour voir bien sûr le temps que on passe, parce que les bouteilles d'oxygène sont limitées. Alors il y avait 2 catégories, une quand on faisait des longues attaques de 3 heures qui pouvaient aller jusqu'à presque 4 heures, c'est arrivé. Alors on avait des bouteilles beaucoup plus grosses, mais une seule bouteille, et autrement pour les attaques ordinaires, on avait des bouteilles à 1,5 litre, mais qui étaient gonflées à 200 kg ou un truc comme ça. 200 on parle en bar. Voilà. Et nous avons fait le cours, toi et moi, avec exactement le même appareil de plongée. Le Tigers. 33 ans après. D'accord. C'est-à-dire que mon papa a fait son cours avec l'Oxygers 57, qui venait d'être mis, entre guillemets, sur une chaire de service, puisque 57, 58, et 60. Et moi, quand j'ai fait mon cours de nageur, je l'ai fait avec l'Oxygers 57. Et après, on s'est rendu compte quand même que c'était un appareil qui était c'était très vintage. Et on a fait en sorte de le modifier et surtout d'avancer et d'avoir un... Mais c'est toujours le même principe sur les nouveaux appareils, c'est le même principe, c'est un circuit fermé avec de l'oxygène pur. On a rajouté une capacité d'1 heure en plus. C'est-à-dire que maintenant, ce que nous faisions 3 heures avec les épuisements de bouteilles, 4 heures, on allait quelquefois, ça dépendait des nageurs, ils faisaient... Mais c'était poussé un peu plus, mais ça allait pas beaucoup plus loin. On fait 4 heures maintenant et en statique, on arrive à faire 6 heures de plongée. Ce qui est énorme. Et donc, la montre vous permettait en fait de s'y repérer dans le temps. Ça repère, bien sûr. Un commando, il a toujours une montre. Un nageur de combat, il a une montre. Et moi, j'ai toujours vu au poignet de papa cette jolie montre. Oui. Cette jolie montre que j'avais en visuel, la Submariner qu'il avait au poignet. Et quand j'ai réussi à faire mon cours plongeur de bord, il me l'a offert. Alors j'étais le plus heureux du monde parce que j'avais une Submariner que j'ai toujours d'ailleurs, qui est en parfait état. Et j'ai toujours aimé les montres. On a eu aussi des blancs peints, on a eu l'époque des nageurs de combat avec des montres comme ça. Blanc peint, Submariner, Tudor,
Mais Et quand on quittait le commando Uber, traditionnellement, il y avait un pot de départ. Et puis, les gens se cotisaient pour offrir une montre aux nageurs qui partaient, qui allaient dans un autre commando classique. après, on est passé aux montres électroniques pour le boulot. Mais le nageur de combat, il aime bien la montre avec lui. La montre automatique, c'est fiable. Quand on s'est rencontrés, Exactement, j'allais venir la à... rencontre, au départ, c'est avec Michel. Donc ça s'est fait sur une barge. Tout à fait. De plongée profonde. Tout à fait. Et moi qui suis un passionné de montres, et on a fait beaucoup, j'ai testé beaucoup de montres. Et il se trouve que dans le cadre de mon métier actuel, j'ai eu l'occasion de te rencontrer. Et on a tout de suite parlé de ce qui nous rassemblait, bien évidemment, l'horlogerie de précision. Et j'avais vu des photos qu'on m'avait présentées de ta montre. J'avais dit, ouais, elle est chouette. Mais quand je l'ai vue en vrai, j'ai dit, ah, C'est vrai qu'il y a de la gueule. là, il y a quelque chose. J'ai dit, là, il y a quelque chose. J'ai dit, il y a plus que quelque chose. Et quand j'ai regardé, que je l'ai eu en main, que je l'ai utilisé, que tu as eu la gentillesse de me laisser l'utiliser, j'ai dit, ah non, mais ça c'est... Ouais, c'est le temps. Et on a fait beaucoup de tests de différentes montres. Moi, j'ai tout de suite vu la qualité et je me suis dit, c'est un bon mot, il m'en faut. Et donc, effectivement... J'ai dit, il n'y a pas de raison. Alors, et ça, c'est ce qui m'a... et non, c'est génial. Je tiens à dire parce que, donc, je vous l'ai expliqué tout de suite. Pour nous, Bohen, c'est une marque. Pour nous, une montre Bohen est faite pour se transmettre d'une génération à l'autre, d'un père vers son fils. Alors, vous êtes l'incarnation de cette idée, de cette philosophie. Et moi, ça me touche d'autant plus que, pour moi, comme je l'ai dit, vous portez des valeurs qui sont même, on peut dire que nous, dans notre métier, moi j'ai gravé au dos de notre montre la fiabilité, l'excellence, la précision. Je pense que La médaille. tout à fait, et je pense que pour vous, dans la cohésion de militaires et entre frères d'armes, je pense que c'est trois exigences absolues. Et moi j'étais très très touché quand Michel m'a appelé en disant, écoute, mon père a vu ta montre, il va absolument la voir. Et c'est quelque chose qui m'est allé vraiment droit au cœur. Et je tiens à vous le dire. Est-ce que vous m'en avez dit en plus je vous l'ai apporté, c'était magnifique. Moi, je l'ai tous les jours, depuis... Vous l'avez apporté, là. Et d'autant plus, mais vraiment, c'était pas du tout calculé parce que papa qui voyait, il me dit, mais elle est vraiment magnifique et fais voir, essaye. Et je sais qu'il aime les choses et il est exigeant. Il aime les belles choses, il aime les choses qui sont performantes, qui ont je veux dire, une certaine éthique, valeur. Et quand il a vu que je la mettais souvent et que il m'a dit, mais elle est formidable. Tu sais que dans le cadre de mon métier, je l'utilise. D'ailleurs, tu y as assisté. J'ai fait des plongées profondes. J'utilise aussi, je suis dans le système, je fais de la plongée à saturation. À l'école, on forme les scaphandriers du monde entier. Et là, la valve hélium, tout marche parfaitement. Elle est en adéquation. Mais ce qui me plaît le plus, c'est que vraiment, c'est vraiment un outil performant, mais entre guillemets, qui a de la gueule. C'est-à-dire quand je la porte, ça me fait penser à un peu les références qu'on avait. C'est moi le premier film dont je me souviens quand j'étais petit, mais qui m'a marqué. Il n'y a pas de secret, hein. C'était papa qui m'avait amené voir un James Bond avec la voiture qui plonge, la Lotus, le truc, James Bond qui est... Alors là, voilà, forcément, les codes, et on a beau dire, il y a des codes. Le gars qui se met en smoking, qui a une belle montre, quelle heure est-il, et toi, je la porte dans toutes circonstances, pour aller profond, et pour sortir, bah oui. De la classe, c'est sûr. Je sais pas si Sean Connery aurait réussi le cornageur, je suis pas sûr. Ça, c'est autre chose. Alors, quand on a dîné ensemble la dernière fois, j'ai senti toute la fierté que vous aviez envers Michel. Ah ouais, non. Et moi, pour moi, tu m'as dépassé de ce point de vue-là. Comparer ce que j'ai vécu, moi, au combat, et puis à misère, mais et ce qu'a fait Michel après, dans ses différentes missions, partout, etc. Mais vraiment, il m'a dépassé. Non, mais large. moi j'ai eu cette chance
que mon père comprenne le métier que je faisais. J'ai eu aussi la chance que ma femme comprenne le métier que je faisais parce qu'elle le connaissait, elle a travaillé pas loin, elle a toujours soutenu et du coup c'était hyper important. Mais souvent, quand je parlais et que j'avais quelque chose à préparer de très pointu, j'ai dit la seule personne à qui je pouvais en parler, c'était mon papa. Ça c'est assez exceptionnel. Voilà, donc j'ai eu cette chance-là. Et dans des cas où j'ai préparé des choses un peu pointues, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de demander papa, tiens, je vais préparer ça, qu'est-ce que tu en penses? Parce que il connaissait pas la situation et puis surtout je savais qu'il allait pas trahir de secret, etc. Et qu'il avait le bon sens de dans sa carrière, il a su prendre de la hauteur. Après il était officier, donc il devait prendre un peu de hauteur pour. C'est plus le commando qui est opérateur, le commando qui est chef de groupe, le commando qui est officier, c'est plus le même commando. Ça, quand on n'est pas passé par là, on peut pas le comprendre. C'est bête à dire, et du coup, on se comprend. Oui, bien entendu. Et dans l'eau, dans des choses, voilà, on se comprend. C'est super agréable, et c'est une chance. Oui, C'est une chance. C'est une force pour nous, et puis bon... je comprends un demi-mot, quoi. Hein, c'est ça. Non, ça, vous avez un lien très fort tous les deux. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que vous auriez un petit mot à dire pour Bohème, pour l'avenir de Bohème, pour un petit mot de la fin? Moi, alors, je vais commencer. Moi, je suis extrêmement fier d'avoir ta montre à mon poignet, parce que j'ai de belles montres. J'espère que Bohème va continuer sur sa lancée. Parce que vraiment, c'est une montre, une marque formidable. Mais vraiment, formidable. J'ai retrouvé tout ce que j'aime dans l'horlogerie, dans la montre de ce que moi j'ai aimé pour la plongée, le nageur de combat. J'ai retrouvé. J'ai d'ailleurs pas mal de mes copains qui disent « Mais qu'est-ce que c'est cette montre ?» Je dis « Je t'en avais parlé. » Il me dit « Ah, bah mince. Mince, oui. » Et mince. Oui, bon, j'ai rien à ajouter à ce que Michel vient de vous dire. Hein. Sinon que je suis fier d'avoir cette montre, c'est clair. D'abord parce que mon fils, là, hein, et que c'est grâce à lui que j'ai pu l'avoir. Hein. Bon, mais c'est bien grâce à Michel. Parce que tu n'aurais pas été recherché sur Internet, c'est pas c'est pas du tout, non, je ne savais. Voilà. J'avais aucune idée que ça existait. Non, c'est sûr. Mais je suis très fier, mais vraiment, je le dis avec beaucoup de sincérité, très fier d'avoir cette montre et puis qui me va comme un gars. Je suis d'accord, comme on dit, c'est une montre de grand garçon. Voilà. Je vous remercie infiniment en tout cas pour le temps que vous avez. Avec plaisir, Blaise. Avec plaisir.